Le titre des États-Unis est l'une des possessions les plus prisées dans l'industrie du catch, et ce depuis son introduction dans les années 70 lorsqu'il était défendu au sein de la National Wrestling Alliance. Certains des meilleurs catcheurs de tous les temps ont détenu cette ceinture, et cela a continué jusqu'à aujourd'hui. Mais qui sont les plus grands champions des États-Unis de tous les temps? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et quoi de mieux pour commencer que l'homme qui a redonné au titre ses lettres de noblesse en 2015, John Cena. Bien sûr, 2015 n'est pas la première fois que Big Mac John a détenu ce titre secondaire. Il a également eu des règnes avec cette ceinture au début de sa carrière, en particulier en 2004, et à ce moment-là, il a créé un palmarès qui aurait rendu fier le détenteur inaugural Harley Race. Évidemment, ces deux premiers règnes étaient agréables à revoir, car ils marquaient une époque où Cena était encore un jeune affamé cherchant à faire ses preuves. Mais c'est vraiment son dernier règne qui l'a solidifié comme l'un des plus grands champions des États-Unis de tous les temps. En effet, c'est ce dernier règne qui a vu Cena ramener le titre au premier plan après des années où il était traité comme un simple accessoire. Grâce à son défi ouvert hebdomadaire, il a pu défendre le titre dans des matchs incroyables contre des catcheurs tels que Sami Zayn, Cesaro et Kevin Owens. On pourrait même dire que Cena a tellement élevé le prestige de cette ceinture qu'à un certain moment, elle semblait plus importante que le titre mondial. Et quand on considère que le titre mondial était alors détenu par Seth Rollins, l'un des meilleurs catcheurs au monde, c'est un exploit remarquable. La seule question qui demeure aujourd'hui est est-ce que nous verrons John Cena détenir ce titre une quatrième fois avant qu'il ne raccroche ses bottes une fois pour toutes dans sa dernière année au sein de l'industrie? C'est certainement possible, et s'il le fait, nous ne serions pas surpris de le voir encore une fois élever le prestige de cette ceinture. Mais même s'il ne le fait pas, les efforts combinés de ces trois règnes font de lui l'un des plus grands champions des États-Unis de l'histoire, sans aucun doute. Néanmoins, est-il le meilleur de tous les temps? Eh bien, notre prochain sujet aurait certainement quelque chose à dire à ce propos, car il n'est autre que Eddie Guerrero. C'est exact, le Latino Heat mérite également une place dans cette vidéo grâce à deux excellents règnes en tant que champion des États-Unis. Et ce qui rend encore cela plus impressionnant, c'est qu'il a accompli cet exploit dans deux compagnies différentes. Mais comment a-t-il réussi une telle prouesse? Tout a commencé en décembre 96 lorsqu'Eddie Guerrero a remporté le titre pour la première fois. À cette époque, la ceinture était encore défendue à la WCW, une compagnie née des cendres du territoire affilié à la NWA Jim Crockett Promotion. C'est là qu'Eddie a pu démontrer pourquoi il était l'un des meilleurs de tous les temps, livrant des matchs époustouflants contre des adversaires tels que Six, Chris Jericho et Dean Malenko. Néanmoins, après avoir finalement perdu le titre au profit de ce dernier, Eddie a su se montrer patient, attendant que sa prochaine opportunité se présente. Et cette opportunité est finalement arrivée en 2003. Désormais à la WWE, il a participé à un tournoi pour couronner le premier champion de la version relancée du titre des États-Unis. Et sans grande surprise, c'est Eddie qui a remporté le tournoi, battant Chris Benoit en finale et devenant ainsi champion des États-Unis pour la deuxième fois de sa carrière. Ce second règne était l'occasion pour Eddie Guerrero de défendre son titre dans une nouvelle série de matchs mémorables contre des performeurs tels que Rhino, Tajiri et John Cena. Mais Eddie Guerrero n'est pas le seul à avoir détenu le titre des États-Unis à la fois à la WWE et à la WCW. En effet, notre prochain sujet accomplit le même exploit. Et lorsqu'il s'agit d'une légende comme Booker T, cela ne devrait surprendre personne, n'est-ce pas? Il est évident que Booker T serait l'un des rares compétiteurs à traverser différentes promotions tout en conservant le titre des États-Unis. Dès son premier règne en mars 2001, il s'imposait déjà comme l'un des meilleurs catcheurs de l'époque. C'est d'ailleurs pour cette raison que, sachant que la WCW allait fermer ses portes, que la compagnie a choisi de couronner le natif de Houston en lui offrant le titre lors du tout dernier épisode de Nitro. Ce choix stratégique garantissait que même si le titre venait à disparaître définitivement, le dernier champion inscrit dans cette lignée serait quelqu'un capable de rendre hommage à la mémoire des anciens champions. Et à cet égard, Booker était plus que qualifié, surpassant la plupart des talents présents à ce moment-là. Heureusement, ce ne fut pas la fin de son histoire avec le titre. Quelques années plus tard, lorsque la ceinture fut relancée sous l'égide de la WWE, le 5 fois champion de la WCW décrocha 3 nouveaux règnes en tant que champion des États-Unis. Ce qui rend ces règnes encore plus mémorables, c'est que les deux derniers coïncidèrent avec sa fameuse série de 7 matchs contre Chris Benoit sur SmackDown en 2005. Et comme on peut s'y attendre, ces affrontements furent d'une qualité exceptionnelle, digne des standards élevés de Booker T à l'époque. En réalité, on pourrait affirmer qu'il fut l'un des derniers grands champions de ce titre avant qu'il ne sombre dans une période d'insignifiance à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Mais bien sûr, Booker T ne fut pas le dernier grand champion, car quelques autres catcheurs de talent ont marqué l'histoire de cette ceinture par la suite. Parmi eux se trouve notamment notre prochain sujet, MVP. Si vous regardiez SmackDown à la fin des années 2000, vous vous souvenez sûrement que bien que cette période ne soit pas considérée comme la plus brillante de l'histoire de la compagnie, elle contenait quelques pépites d'or, et l'une des plus éclatantes était sans aucun doute Montel Vontavious Porter ou MVP. Avec un personnage immédiatement charismatique et des compétences sur le ring à la hauteur, il était évident que MVP allait devenir une star incontournable de la mid-card. C'est précisément pour cette raison qu'il a détenu le titre des États-Unis à 2 reprises pendant cette période. Son premier règne a débuté en 2007 lorsqu'il a battu Chris Benoit lors de Judgment Day en mai.
Puis, en 2009, il a récupéré la ceinture et l'a ramenée sur SmackDown après qu'elle ait été défendue du côté de l'ECW par Shelton Benjamin. Cela dit, la ceinture ne restera pas longtemps sur le show bleu. En effet, lors de son deuxième règne, MVP a été transféré à Raw lors du draft, emmenant le titre avec lui. Il l'a alors défendu contre de nouveaux adversaires comme Kofi Kingston, consolidant ainsi son prestige à travers les différents shows. Le fait qu'il ait pu porter ce titre avec autant de succès tout en maintenant son importance malgré ses changements fait de lui un choix évident pour figurer dans cette liste des plus grands champions des États-Unis de tous les temps. Mais qu'en est-il de notre prochain candidat ? Qu'est-ce qui justifie son inclusion dans cette liste prestigieuse ? Eh bien, le simple fait que son nom soit Stone Cold Steve Austin devrait suffire à répondre à cette question. Cependant, à l'époque, il n'était pas encore connu sous le nom de Stone Cold Steve Austin. En effet, en 1993, alors qu'il débutait à la WCW, le natif du Texas était surnommé Stunning Steve Austin, un surnom qu'il avait gagné grâce à sa longue chevelure blonde qui faisait fureur auprès des femmes du sud des États-Unis. Cela dit, pour Austin, il ne s'agissait pas seulement d'impressionner les filles. Il était déterminé à devenir le meilleur lutteur, ce qui le poussait à donner le meilleur de lui-même chaque semaine face à tous les adversaires qui lui étaient opposés. Cette attitude l'a finalement conduit à décrocher une opportunité pour le titre des États-Unis détenu par Dustin Rhodes lors de Starrcade 1993. Comment le futur Rattlesnake s'en est sorti dans ce match ? Eh bien, aussi bien qu'on pouvait s'y attendre, dans un classique absolu, il a pris le dessus sur Dustin pour remporter le titre pour la première fois de sa carrière. Après ça, désormais établi comme une future star, Austin a connu un règne de 240 jours marqué par une série de défenses mémorables contre des adversaires aussi variés que The Great Muta, Johnny B. Bad et Ricky the Dragon Steamboat. Même lorsqu'il a finalement perdu la ceinture face au Dragon lors de Clash of the Champions 28 le 24 août 1994, ce n'était pas la dernière fois qu'il la détenait. En effet, à peine un mois plus tard, Austin a brièvement récupéré le titre. Cependant, ce deuxième règne n'a duré que quelques minutes car Jim Duggan l'a rapidement battu pour s'emparer de la ceinture. Au final, cela n'avait pas grande importance car ces deux règnes en tant que champion des États-Unis ont suffi à propulser Austin au niveau supérieur. Ce niveau où il a atteint le sommet absolu de l'industrie avec des main events à WrestleMania devenus la norme pendant son apogée. Et il n'est pas le seul ancien champion des États-Unis à avoir ensuite brillé en main event de WrestleMania. Le Miz, notre prochain sujet, a suivi un chemin similaire. Bien sûr, mettre le Miz et Steve Austin dans la même catégorie peut sembler un sacrilège pour certains, mais dans ce cas précis, les faits parlent d'eux-mêmes. En ce qui concerne le Miz, c'est en 2009 qu'il a remporté l'or du titre secondaire pour la première fois. Comment a-t-il fait ? En battant Kofi Kingston lors de l'épisode de Raw du 5 octobre 2009, prouvant ainsi à ses détracteurs qu'ils avaient tort. Ces derniers ne voyaient en lui qu'une ancienne star de la télé-réalité incapable de réussir dans un ring. Pourtant, même en devenant champion, Mike Mizanin ressentait encore le besoin de prouver qu'il méritait sa place. C'est exactement ce qu'il a fait en défendant avec succès son titre pendant 224 jours, affrontant et battant tous ceux qui se mettaient sur son chemin. Ce n'est que face à une légende comme Bret Hart lors de l'épisode de Raw du 17 mai 2010 qu'il a finalement trouvé son égal. Bien sûr, étant donné l'état physique du Hitman à cette époque, le fait qu'il batte The Miz pourrait être perçu comme une véritable humiliation pour le personnage du heel. Heureusement, le Miz a eu l'occasion de se racheter en remportant à nouveau le titre en juin 2010 lors d'un Fatal 4-Way qui l'opposait à John Morrison, Zack Ryder et le champion en titre R-Truth. Comment s'est déroulé ce second règne ? Bien qu'il était plus court que le premier, il a marqué le début d'une rivalité qui deviendrait emblématique dans la carrière du Miz, sa feud avec Daniel Bryan. Cette rivalité a atteint son premier sommet le 19 septembre 2010 lors de Night of Champions lorsque Bryan, après des semaines à être rabaissé par le champion, l'a finalement battu pour remporter le titre des États-Unis pour la première fois. Cette défaite n'a pas freiné l'ascension du Miz, comme il l'a prouvé moins d'un an plus tard en battant John Cena dans le main event de WrestleMania pour conserver le titre de champion de la compagnie. Comme beaucoup de grands noms ayant détenu le titre des États-Unis tôt dans leur carrière, cette période a permis au Miz de se développer et de devenir l'homme qu'il savait pouvoir être. Malheureusement, tous les lutteurs n'ont pas eu la même trajectoire. Malgré tout leur potentiel, certains sont victimes de blessures qui mettent fin à leur carrière avant qu'elle ne décolle vraiment. Cela nous amène à parler de l'un des champions des États-Unis les plus tragiques de tous les temps, Magnum TA. Pourquoi Magnum TA a-t-il été considéré comme une telle tragédie ? Eh bien, comme je l'ai évoqué il y a un instant, une blessure allait le stopper avant qu'il n'ait jamais eu la chance de détrôner Ric Flair pour le titre mondial de la NWA, ce qui aurait fait de lui le nouveau visage du bien de la Jim Crockett Promotion. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas eu une excellente carrière avant cela. En 1985, il a détenu le titre des États-Unis à 2 reprises. À cette époque, le catch du sud des États-Unis était encore très ancré dans l'ère des territoires. Les matchs pour ce titre entre Magnum et ses challengers mensuels étaient généralement durs, caractérisés par des brawls. On peut même affirmer solidement que le combat qui a lancé son deuxième règne est un match en cage contre Tully Blanchard à Starrcade 1985, et qu'il est encore aujourd'hui considéré comme le plus grand match en cage de tous les temps.
Et ce n'était pas seulement avec Tully que Magnum TA faisait des matchs mémorables. Il s'en prenait à l'ensemble des Four Horsemen avec l'objectif de renverser le leader, le Nature Boy, et de lui prendre le gros titre. Mais comme nous le savons tous maintenant, un accident de voiture à l'automne 1986 a mis fin à ses ambitions. Ainsi, la meilleure chose que nous ayons à retenir de lui, c'était le moment où il a fait du titre des États-Unis le plus important qu'il n'ait jamais été. Bien sûr, on pourra dire que l'ère Jim Crockett pour le titre était la meilleure dans l'ensemble, car même s'il s'agissait toujours d'un prix de milieu de carte, il était détenu régulièrement par certains des plus grands noms de l'industrie. Et si vous avez besoin de plus de preuves, il vous suffit de jeter un œil à notre prochain sujet, le Nature Boy lui-même, Ric Flair. C'est exact. Avant de devenir champion du monde à 16 reprises, le joueur le plus sale du jeu grimpait les échelons en remportant d'abord le prix secondaire de la National Wrestling Alliance. Au cours de sa carrière, il allait ensuite détenir ce titre à 6 reprises, ce qui lui permettait de détenir le record des règnes pour le titre mondial et le titre des États-Unis. Quant à savoir quand il l'a remporté pour la première fois, cela s'est produit lors d'un house show le 29 juillet 1977 lorsqu'il a battu Bobo Brazil pour l'honneur. Cela a marqué le début d'une série de défenses 5 étoiles comme seul lui pouvait le faire. Bien sûr, il finirait par perdre la ceinture contre Ricky Steamboat 4 jours plus tard, mais cela ne signifiait pas la fin de son règne, car au cours des 3 années suivantes, il l'a récupéré encore 4 fois. Puis, des années plus tard, en 1996, il aurait techniquement un 6e règne avec le titre. Toutefois, il convient de noter que ce règne n'est pas reconnu par tout le monde, car il y a une situation où le One Man Gang avait remporté l'or de Kukisaki juste avant cela, puis Sasaki l'avait non officiellement récupéré immédiatement après ça. La lignée devient un peu floue pendant quelques mois, mais comme WCW et WWE reconnaissent officiellement cela comme le 6e règne de Flair, nous avons tendance à l'inclure ici. Et même s'ils ne le considéraient pas comme un vrai règne, ce ne serait pas la première fois que le Nature Boy aurait remporté plus de titres que ce que les autres disaient. Mais qu'en est-il de l'un des plus grands rivaux de Ric Flair, de l'homme qui a été un tel parfait antagoniste pour lui pendant de nombreuses années? Comment s'est passée sa propre aventure avec le titre des États-Unis? Eh bien, découvrons-le maintenant en parlant de l'homme qu'on appelle Sting. En effet, étant donné qu'il vient de prendre sa retraite de la compétition du ring lors du pay-per-view AEW Revolution le 3 mars, cela semble être le moment idéal pour revenir sur les premiers jours de Steve Borden lorsqu'il essayait encore de prouver qu'il pouvait être un joueur de haut niveau. Bien sûr, au moment où il est parvenu au niveau où il a pu remporter pour la première fois le titre des États-Unis, Jim Crockett Promotion avait déjà évolué pour devenir la World Championship Wrestling, et c'est sous ce nom qu'il est techniquement devenu le champion inaugural. Et contre qui l'a-t-il remporté ? Eh bien, Steve Austin. Après l'avoir conservé pendant 86 jours et l'avoir perdu contre quelqu'un dont nous parlerons dans un instant, il s'est pleinement installé dans la course au titre mondial avec une nouvelle performance marquante contre Ric Flair. Mais cela ne signifiait pas qu'il ne reviendrait jamais à la ceinture qu'il avait d'abord rendue célèbre. Non, car en 1995, il l'a récupérée pour la 2e fois après avoir battu l'homme le plus effrayant vivant, Ming, lors de la finale d'un tournoi. Il est même retombé sous son influence une 3e fois des années plus tard, en 2015, lorsque lors du pay-per-view Night of Champions de septembre, le Stinger a défié l'homme qui était devenu champion des États-Unis à cette époque, Seth Rollins. Et bien qu'il n'ait pas remporté ce titre ce soir-là, le voir à nouveau aussi proche de la ceinture après toutes ces années a apporté un joli coup de nostalgie pour les fans de longue date. Mais revenons en arrière, car il y a quelques secondes, j'ai parlé de l'homme qui a destitué Sting pour mettre fin à son premier règne avec cette ceinture particulière. Regardons-le maintenant de plus près, car il a eu aussi un excellent parcours. De qui parlons-nous ici ? Eh bien de Rick Rude. Bien sûr, cela n'a été qu'un seul règne, un nombre relativement faible comparé à certains des autres grands champions dont j'ai parlé aujourd'hui. Mais Rick Rude a certainement fait en sorte que ce seul règne compte. Après avoir battu Sting lors du Clash of the Champions 17, le 19 novembre 1991, il a eu l'un des meilleurs passages avec ce titre dans toute son histoire. Peu importe si c'était contre Ricky Steamboat, Nikolai Volkov ou le champion du monde WCW de l'époque, Ron Simmons. Tout le monde contre qui le ravissant Rick a lutté était obligé de donner le meilleur d'eux-mêmes, car s'ils ne le faisaient pas, ils allaient rapidement tomber sous ses compétences. En bref, ce sont ces compétences mêmes qui lui ont permis de conserver l'or pendant un total de 378 jours, et c'est grâce à ces mêmes compétences que personne n'a jamais pu le destituer. C'est bien ça. À la fin, personne n'a pu prendre ou soumettre Rick Rude au début des années 90 pour lui retirer sa possession la plus précieuse. Non. En fin de compte, la seule chose qui a pu le faire tomber était une blessure. Était-ce triste qu'un règne aussi mémorable ait dû se terminer de cette manière ? Bien sûr, mais d'une certaine manière, cela ne fait qu'ajouter au mythe de la grandeur du natif du Minnesota. Et cela a évidemment convaincu ses patrons à la WCW qu'ils pouvaient en faire plus avec lui. Car peu après son retour de blessure, il a été propulsé plus haut dans la carte au niveau du champion du monde international. Le titre mondial oublié que la compagnie a brièvement créé après le départ de Ric Flair pour la WWF, emportant avec lui la grande ceinture dorée. Vraiment, pour cette seule raison, il faut considérer Rick Rude comme l'un des champions des États-Unis les plus réussis de tous les temps. Mais il n'était pas le seul à cette époque à avoir utilisé cette ceinture pour se propulser vers le succès au titre mondial, car exactement la même chose s'est produite avec notre prochain sujet, Lex Luger. Dans le cas de Lex Luger, sa trajectoire de carrière a suivi un chemin similaire à celui de son ami de longue date, Sting. En jouant le rôle du jeune babyface déterminé, montant les échelons de la WCW, il a commencé par remporter le titre des États-Unis.
Cependant, dans son cas, il a gagné cette ceinture avant que Sting ne le fasse, en la décrochant alors que la société s'appelait encore Jim Crockett Promotions. Tout cela s'est passé en juillet 1987 lors du Great American Bash où l'All-American a fait l'une des choses les plus années 90 possibles, vaincre la menace soviétique de Nikolai Volkov. Tout ça pour remporter la ceinture qui représentait le plus directement les étoiles et les rayures. Après l'avoir obtenue, il a entamé une excellente période défendant la ceinture pendant 138 jours. Mais ce ne fut pas la seule fois où il a déteint. Après l'avoir finalement perdu contre Dusty Rhodes dans un match en cage à Starrcade le 26 novembre de la même année, il l'a récupéré en 1989 après avoir battu Barry Windham dans un combat en tête-à-tête. Ensuite, il l'a remporté encore 3 fois, ce qui fait de lui un champion 5 fois couronné, l'un des seuls à avoir frôlé le record de Ric Flair. En fait, à l'exception de Luger, les autres à avoir atteint 5 titres de champion des États-Unis sont John Cena, Chris Benoit, Bret Hart et Wahoo McDaniel. Mais bien que notre prochain sujet n'ait pas approché ce nombre de possessions, il a bien fait en sorte que chacun de ces deux règnes avec le titre compte. Et de qui parlons-nous cette fois? Eh bien, qui d'autre que Diamond Dallas Page. C'est exact, pendant les années 1997 et 1998, au moment où la WCW était à son apogée, DDP a eu 2 excellentes périodes avec la ceinture des États-Unis. La première en 1997 lorsqu'il a atteint un autre niveau le 28 décembre à Starrcade en battant Kurt Hennig dans un excellent match. Et quel run il a réalisé ensuite? Pendant les 112 jours suivants, Page a prouvé à tout le monde qu'il méritait d'être champion en affrontant tous ceux qui voulaient le challenger et en les envoyant tous se coucher. Bien sûr, il allait devoir perdre la ceinture à un moment donné, et c'est ce qui s'est produit lorsqu'il a affronté Raven en avril 1998. Mais en octobre de cette même année, il l'a récupéré en battant nul autre que Bret Hart dans un autre classique télévisé. Et pourquoi pas de 3e règne pour DDP? Et bien après cela, il est monté au niveau du titre mondial et n'avait plus besoin de viser le championnat des États-Unis, car celui-ci avait déjà accompli son rôle en l'aidant à passer à la prochaine étape de sa carrière. En fin de compte, ce que l'on retient de tous ces règnes de champion des États-Unis, c'est leur rôle clé dans l'ascension de jeunes talents vers le sommet de la WWE. Ce titre, loin d'être un simple accessoire, a servi de tremplin pour de nombreux lutteurs, leur permettant de se faire un nom avant de viser les plus grandes récompenses. Toutefois, après l'ère emblématique de John Cena, le titre a connu une période de déclin, perdant quelque peu de son prestige au fil des années. Mais dans une tournure qui a ravi les fans, il a retrouvé un peu de sa superbe, notamment grâce à un nouveau design introduit par MVP, un clin d'œil à son héritage en tant que champion des États-Unis. Ce renouvellement a permis au titre de briller de nouveau autour de grandes figures telles que Seth Rollins, Bobby Lashley ou Rey Mysterio, contribuant à son retour au premier plan. Sous l'ère de Triple H, la WWE a redonné à ce titre l'importance qu'il mérite, le plaçant au cœur de la scène avec un rôle stratégique à jouer dans l'évolution des superstars. Tout comme le titre intercontinental avant lui, le titre des États-Unis est devenu bien plus qu'un simple objet. Il est un symbole de transition et un marqueur de la montée en puissance des futures légendes. Aujourd'hui, il reste un palier incontournable pour ceux qui aspirent à rejoindre les sommets de la WWE. Un titre aussi prestigieux qu'intemporel, garantissant que la nouvelle génération qui le portera autour de sa taille aura toujours une place de choix dans l'histoire de la lutte professionnelle. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et partager, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince et encore une fois, merci à tous.